Chapitre 17. 5 ans, 10 ans, 20 ans après le 27 janvier 2000, la plupart des gens seraient capables de dire ce qu'ils faisaient lors de la grande révélation. Ce jour-là, conformément aux recommandations du DNC, Charlie Lebon consultait les dossiers des différents candidats plus ou moins fantoches à la vice-présidence. Plus particulièrement, il lisait le seul à être réellement pertinent. Mavis et son équipe avaient fait un travail de recherche très poussé sur Spencer Cockburn. Sans doute trop, mais heureusement pour Charlie, la synthèse de 5 feuillets trônant sur la montagne de papier, petite cerise sur le gâteau, était suffisamment complète pour ne pas avoir à se coltiner les 400 pages restantes. Plus tard, quand son adversaire annoncerait Dick Cheney, la tête d'Haliburton, comme son colistier, Charlie trouverait un peu de logique dans le choix du DNC. Il faut avouer que le choc des PDG, comme grand titre pour le débat des vice-présidents potentiels, s'avère certain cachet. Mais pour l'heure, alors que Bush venait d'être élu pour un deuxième mandat de gouverneur du Texas, et que Charlie s'était fait régulièrement critiquer pour son absence d'expérience politique, le choix pour l'assister d'un homme d'affaires était difficile à comprendre. Cockburn avait passé les 20 dernières années à jouer à saute-mouton dans différents conseils d'administration pour se retrouver à la tête d'une entreprise d'armement. Voilà qui laissait Charlie passablement perplexe. Il lisait les mots de la synthèse, mais rien ne s'imprimait dans son cerveau. Il y avait dans le dossier bien des éléments importants pour comprendre la logique interne de Cockburn, éventuellement comment le bloquer, le moment venu, mais pour l'heure, Charlie était toujours en état de choc. La voile l'avait attrapé par le col et l'avait lancé dans les arènes comme un malpropre, et le DNC lui avait fourni le pire partenaire possible, un représentant du complexe militaro-industriel. Ces parasites superpuissants qui obtenaient tous les ans de tous les gouvernements républicains comme démocrates des budgets vertigineux pour le compte du Pentagone. Budget qui ne servait bien sûr pas vraiment à améliorer les conditions de vie des vétérans, revenus au pays traumatisés par les guerres menées à l'étranger, mais pour acheter toutes sortes d'armements. Charlie était un adorateur du discours d'adieu du président Eisenhower. Discours mi-courageux, comme un doigt d'honneur contre le monstre qui vient de vous pourrir la vie et que l'on ne peut s'autoriser que parce qu'on est déjà sur le seuil de la sortie. S'il avait pu, Charlie aurait nationalisé la production d'armements lourds. Pour lui, celle-ci n'avait pas sa place dans le privé. C'était un doux fantasme que même au sommet de son arrogance des mois passés, il n'aurait jamais osé évoquer. David contre Goliath, pourquoi pas. Mais David contre Godzilla, non, très peu pour lui. Oui, il n'aurait jamais eu le courage de prendre cette industrie à rebrousse-poil, mais de là à lui ouvrir son lit. Le DNC s'était décidément offert la plus douce des vengeances. Quand les gens pensent à la grande révélation, ils se rappellent de l'arrivée de la magie dans leur vie. Mais le jour où les dossiers des Lyon avaient fuité et s'étaient frayé un chemin jusqu'au journal télévisé, les journalistes avaient préféré se concentrer sur la partie violation des droits de l'homme et à la collusion entre la CIA et les différents organismes privés. Tout ça au beau milieu du territoire américain. Le reste, cette idée que la magie n'était pas juste bonne pour les enfants et certains esprits naïfs, cette idée qu'elle n'avait en fait pas grand-chose d'une vue de l'esprit, ça restait tout de même difficile à croire. Certes, dans les dossiers ayant fuité, il y avait quelques vidéos surprenantes, mais n'est-ce pas le cas d'une bonne partie de la production hollywoodienne ? Non, la magie ne prit le centre de l'attention collective qu'une fois que les miracles commencèrent à se multiplier sur toute la planète. Pour Charlie, la nouvelle vient au travers de son fils Hunter, qui d'un coup de fil très enthousiaste lui offrit une bonne raison de mettre de côté l'étude des antécédents de Cockburn. Tu te rends compte, papa ? Des Américains comme toi et moi, chassés, emprisonnés, utilisés comme des cobayes, juste parce qu'ils ont les yeux gris, et cette histoire de Dieu enterré à Siska. Siska... Pourquoi ça me rappelle quelque chose ? Tu es vraiment un opportuniste quand tu t'y mets. La ville d'Oregon, évacuée l'hiver dernier, et tout ton discours sur la nécessité de démultiplier les budgets de certains organismes fédéraux pour protéger entre autres l'environnement. Ah ouais, ça me revient. Et alors qu'est-ce qui s'est passé à Siska ? C'était du bidon, il n'y a jamais eu d'empoisonnement de la ville. Non, c'était juste une excuse pour évacuer la population et déterrer certains artefacts comme un dieu encore vivant. Pardon ? Je t'ai mis des liens, regarde dans ta boîte à mail. Il y a des centaines de milliers de pages disponibles, mais heureusement, il y a des groupes qui sont coordonnés pour faire des résumés et indexer la grosse meule de foin. T'as intérêt de bien bosser tout ça, car tu vas avoir une interro surprise incessamment sous peu. Tous les journaux voudront l'avis du futur président du pays sur la question. Hunter avait parfaitement cerné le problème, car avant même de pouvoir terminer la conversation avec son père, ce dernier dut mettre en attente Mavis Harper, puis son directeur de campagne, et enfin 2 inopportuns du DNC.
Ah, quel plaisir de pouvoir jouer à l'homme injoignable, de pouvoir ignorer leurs recommandations. Un plaisir coupable. Très rapidement, Charlie se rendit compte qu'il n'était pas bien armé pour gérer un tel poids sur sa conscience. Et alors qu'il recontactait Kiss 2 heures après leur premier appel pour savoir ce qu'il pensait des différentes synthèses proposées par les internautes, il fut très surpris d'entendre en lieu et place de la voix de son meilleur ami, celle du numéro 1 du DNC. La consigne est claire, alors maintenant répète après moi. Elion, une entreprise importante pour l'économie américaine, venait de subir une attaque d'envergure, de l'odieux espionnage industriel. Depuis l'ouverture de la bourse de New York, le prix des actions est en chute libre. À qui profite le crime? Telle est la vraie question. Ces histoires ridicules de magie et d'actions illégales, c'est plutôt pour faire le beurre de revues spécialisées dans les théories de complot, comme les Nouvelles du Monde. Plutôt que de lancer des accusations à tout va, laissons la police, le FBI et le système judiciaire statuer sur ce qui s'est réellement passé à Elion. Charlie remercia numéro 1 et promit de faire ce qu'il avait à faire. Son sourire malicieux dura juste le temps de se rappeler que c'était le Saint-Esprit lui-même qui lui avait demandé de se compromettre, lui et sa conscience. Dieu savait ce qu'il faisait, et par le passé, comme par exemple la veille de son mariage avec Olivia, Charlie avait juré de ne jamais douter, de toujours suivre ce que le Très-Haut lui indiquerait. Le jour du mariage, on jure que l'on va s'aimer à travers vents et marées, que le sentiment et l'engagement tiendra pour l'éternité. Mais la vérité, c'est que les promesses d'éternité ne font que témoigner de l'intensité du moment. Aujourd'hui, maintenant, je t'aime, un peu, beaucoup, à la folie, pour l'éternité. Tout ça n'est valable qu'à l'instant T. À peine la promesse prononcée, il nous appartient d'alimenter la flamme. Et pour que le mariage dure, il faut renouveler les vœux, chaque jour, chaque minute. Il y aura des périodes sans effort, et pendant des mois, aimer sera la chose la plus naturelle du monde. Et d'autres où vous prendrez l'eau de toutes parts. Et là, que pourront pour vous les promesses de vos jeunes années? Ce bon vieux temps avec un ciel plein de promesses, dégagé à l'infini. Pas grand-chose. Il vous faudra vous battre, renouveler vos vœux encore et encore. Devant les épreuves rencontrées par votre couple d'allumettes, vous devez vous faire briquet tempête, voire chalumeau sous-marin. Ah, les belles paroles d'exhortation, les conseils faciles pour les jeunes mariés. Mais maintenant, en ce qui le concernait, Charlie se sentait perdu. Il avait refusé de se l'avouer, mais dans le quartier général, quelques semaines auparavant, quelque chose s'était cassé en lui. Mais dans le quartier général du DNC, quelques semaines auparavant, quelque chose s'était cassé en lui. Sa foi avait été soufflée. Intellectuellement, il savait qu'il devait faire confiance à Dieu. Il devait accepter que sa conscience et ses connaissances limitées ne lui donnent pas la hauteur nécessaire pour comprendre les choix et stratégies divines. Il le savait, et pourtant, là où autrefois brûlait la flamme de la foi, il sentait un métal humide et froid. Peut-être que ça lui reviendrait plus tard. Pour l'heure, tout ce qui lui restait, c'était sa conscience, et il ne pouvait pas se permettre, au nom de celle-ci, de faire une nouvelle déclaration insolente. Il devait savoir de quoi il retournait. Il rappela Mavis et lui donna carte blanche pour embaucher dans les confins du temple du Sinaï tout le personnel nécessaire pour absorber, analyser et synthétiser les rapports volés à Elion. Elle pourrait s'inspirer des liens trouvés par Hunter, mais Charlie n'était pas sûr qu'aussi bien intentionnés soient les internautes ayant commencé le travail, l'archivage soit suffisamment objectif pour ne pas pervertir l'information. La tentative suivante d'appel de Kiss fut interrompue, mais cette fois-ci par Olivia. Elle était dans tous ses états. Le retour du Christ ne peut être qu'imminent, c'est clairement la fin. Le rapport d'Elion remettait tout en question. La foi, Dieu, les démons, tout. Ce n'était pas juste une histoire de tour de magie, mais une nouvelle explication du monde, une explication scientifique. Tu sais, ce n'est pas la première fois que des gens ont essayé d'assassiner Dieu et la foi au nom de la science, et on est toujours là. Les gens, pour peu qu'ils fassent preuve d'un minimum de bon sens, voient clair à travers ces manœuvres. Ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient rien. Elion était en théorie un institut de recherche de physique fondamentale, quelque chose qui sonne affreusement théorique. Mais ils étaient dans le concret, dans le vivant, dans le réel. Ils étaient capables de bien plus que ce que disait le rapport ou la télévision. Olivia, à travers la campagne présidentielle, n'avait pas joué à la femme potiche. Elle avait travaillé au corps bien des sénateurs, gouverneurs et autres fonctionnaires haut placés. Elle ne l'avait pas fait en mode Matahari, mais en soldat de la foi. En évangélisatrice surfant sur la puissance de la voix.
Elle venait d'obtenir d'un de ses contacts une information qui serait particulièrement bien contenue durant les années à venir. Peu de temps après la brèche des données, le centre Hellion de Stonewall avait connu une disruption. Ça par une attaque, le dieu déterré à Siska, ce dieu dont personne ne trouverait la trace, ce dieu dont tout le monde finirait par penser qu'il était comme tous les êtres de son genre de belles légendes, eh bien ce dieu enfoui dans un des sous-sols du complexe avait fusionné avec des employés, des mercenaires et une centaine d'espèces de décérébrés qui avaient tant fait parler durant le printemps pour redevenir une entité glauque et grotesque. Ils avaient l'incident sur vidéo, une vidéo top secret qui, elle, ne finirait pas comme le reste des rapports d'Hellion, placardés sur Internet et les médias plus classiques. Ce dieu enterré pendant des milliers d'années, ce dieu qui aurait pu devenir une menace pour l'humanité si un explique local n'était pas intervenu, eh bien ce dieu remettait tout en question. Charlie pensa au livre de l'Apocalypse, il pensa à toutes ces visions qui avaient frappé Jean sur l'île de Patmos. Il les avait toujours considérées comme des métaphores. Jamais il ne s'était dit que de telles entités démoniaques pourraient un jour courir en liberté sur Terre. Olivier avait raison, les derniers jours étaient enfin sur eux. Quand Charlie put enfin parler avec Kiss, l'horrible pressentiment trouva rapidement une patente confirmation. Son ami était lui aussi troublé, mais ses propos délirants étaient, eux, déclamés d'un ton enthousiaste et plein de ferveur. Ça change tout. Ça fait longtemps que je m'en doutais, mais là, on a enfin la confirmation. Au lieu de se disperser, Kiss s'était concentré sur une piste unique, un article assez récent d'une employée qui se voulait une intro vulgarisante sur les principes derrière la magie, et dont il lut à Charlie quelques passages choisis. La magie a toujours été parmi nous, invisible mais omniprésente. Elle a été questionnée de manière indirecte par des philosophes, des psychologues et certains théologiens depuis des milliers d'années. Et pendant tout ce temps, ces hommes n'avaient pas la moindre idée du trésor à l'intérieur du coffre dont ils observaient la surface. La foi peut déplacer des montagnes, mais pas juste la foi en Dieu, ça peut être la foi en n'importe quoi. Les êtres humains vivent chacun dans leur bulle, des bulles à l'intérieur desquelles leur inconscient et leurs croyances profondes sont les dieux. Si l'on n'a pas assisté à de grands miracles jusqu'ici, c'est avant tout raison des croyances contradictoires qui nous ligotent au ras des pâquerettes, et à l'absence d'ambition de notre imagination. Les êtres humains, vivant dans un espace partagé appelé société, limitent leur possible à ce que le consensus veut bien leur offrir. Mais il suffit qu'une personne brise celui-ci sous le feu des caméras pour que tout puisse le dépasser à leur tour. Les gens, et à plus forte raison, les rêveurs, ont peur de devenir fous et d'être mis au banc de la communauté. Ils ont un grand besoin de consensus pour valider leur perception, et la société peut ainsi garder une certaine cohérence. Depuis les débuts de l'humanité, l'art a été ce compromis entre la magie intérieure du rêveur et la validation sociale, un statu quo permettant aux deux de vivre côte à côte sans s'autodétruire. Il me semble que l'émancipation magique de l'homme ne peut se faire qu'au prix d'une désintégration du tissu social. Et ça continue comme ça, encore et encore. Mais Charlie écouta la conversation avec son ami. Il y avait urgence. Il ne pouvait décidément pas attendre que Mavis et son équipe finissent d'éplucher les milliers de pages des dossiers Hellion. La guerre céleste venait d'être déclarée, et chaque minute écoulée sans agir pouvait coûter l'âme de milliers de chrétiens. En quelques appels, il coordonna ses différentes équipes pour un sermon d'urgence, et demanda à son chauffeur de les amener, Olivia et lui, au plus vite, dans la grande tente du Revival. Vous m'avez beaucoup entendu parler en tant que candidat au présidentiel ces derniers temps, mais ce n'est pas dans ce rôle que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je suis le révérend Lebon, et sous cette casquette, je m'adresse à tous les croyants du temple du Sinaï, mais pas que, je m'adresse à tous les chrétiens, mais aussi aux juifs, aux musulmans, et même à ceux qui ne savent pas où ils en sont par rapport à Dieu. Le monde tel que vous le connaissez est en train de prendre fin sous vos yeux. La fuite des papiers d'Hellion n'est pas un scandale comme un autre, c'est un événement d'ampleur qui change complètement la donne. Dans peu de temps, vous verrez dans le monde, tout autour de vous, des gens faire des miracles. Et peut-être que vous vous surprendrez à en faire par vous-même. La vie semblera prometteuse et riche, le début d'un ordre nouveau, d'une ère de liberté. Et effectivement, l'ancien monde est en train de mourir, et un nouveau est en train de prendre sa place, mais pas de la manière dont vous croyez. Cette puissance que vous aurez au bout de vos doigts et de vos pensées aura un prix, et il est important que vous le connaissiez. Oui, ça me semble vital. Vous pourrez avoir l'impression que ces pouvoirs sont votre droit le plus fondamental, et qu'ils sont là pour que vous les consommiez, qu'ils sont l'œuvre de la trame d'une énergie primordiale au-delà du Christ, et ivre de pouvoir, grande sur la tentation de tourner votre dos à ce dernier. Et là, vous voyez où je veux en venir, non? Comme je n'ai cessé de le répéter, pas en mon nom,
propre, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, je ne suis qu'un porte-parole d'une voix qui va au-delà de moi. Donc j'ai répété ces paroles du Christ. C'est à ses fruits qu'on voit la qualité d'un arbre. Sans revenir sur les versets de la Bible où la magie est clairement interdite, rappelez-vous la dernière fois où l'on a proposé à l'homme de devenir comme Dieu. Pour ceux qui ont du mal à suivre, le serpent et la pomme, ça ne vous rappelle rien? Oui, il y a eu des miracles dans la Bible, de beaux miracles. Mais à chaque fois qu'ils ont été faits, c'était au nom du Très-Haut, de la source de tout ce qui est bon. Et là, on vous dira comment en faire en votre nom à vous. À votre avis, si vous ne faites pas vos œuvres au travers et pour le service du bien, dans quel camp est-ce que ça vous place? Celui de Lucifer et du diable, pardi. Alors oui, je crois que ce qui s'est passé à l'intérieur du complexe Elion pendant des années est horrible. Et j'espère de tout cœur que les gens responsables seront jugés pour leurs actions dans les cours de loi et de notre pays. J'espère que de tout cœur que les enjeux de sécurité et autres ne se mettront pas en travers de la démocratie et de la justice. Mais un mal ne justifie pas un mal. Exploiter les protocoles et sortilèges qui leur ont été volés ne fera pas de vous des Robins des Bois ou des gens bien. Pas plus que si vous vous piquiez avec de la drogue volée à des dealers. Non, vous avez la tentation qui vous attend au bout de vos claviers. Après les sites porno qui vous promettent une jouissance instantanée, vous avez maintenant sur Internet une autre source de corruption pour votre âme. Un moyen de la vendre petit morceau par petit morceau. Alors que vous engagez de plus en plus profondément dans la voie de la magie. Pendant toute la durée du sermon, Charlie sentit la voix ruer en lui. Mais en s'appuyant sur l'amour qu'il lisait dans les yeux de sa femme, il avait trouvé la force de continuer de garder le contrôle de ses cordes vocales. Il avait violé bien plus que les accords passés avec le DNC, une dizaine de jours auparavant. Il venait sans doute de torpiller sa campagne en devenant, le temps d'une allocution, un homme religieux, un homme de l'intemporel. La décision dans le feu de l'action lui avait semblé évidente, mais maintenant que c'était fait, son discours ne lui semblait plus aussi héroïque. Il avait voulu sauver l'humanité d'elle-même, il avait voulu la préserver le temps que le Christ revienne enfin et le décharge de toutes ses responsabilités. Maintenant l'adrénaline refluait. Maintenant, alors que son téléphone portable dansait sur la table et criait de rage, il se demanda s'il n'avait pas fait exactement le contraire de ce qu'il aurait dû faire. Est-ce qu'il n'avait pas fait, le temps de son discours, la plus formidable campagne de pub pour l'utilisation de la magie d'Elion? Oui, il aurait dû dénigrer celle-ci, dire que c'était du vent, que si la magie existait, ça se saurait. Oui, il aurait dû concentrer le débat sur les ramifications légales de l'espionnage industriel. Et lui, arrogant comme tout, avait cru mieux savoir que tout le monde.